Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Le chef de l'État est à Yamoussoukro depuis jeudi. Alassane Ouattara a rencontré vendredi la chefferie Baoulé à la résidence présidentielle de Yamoussoukro. Au moins 2500 chefs ont effectué le déplacement du village natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. On fait le point de la rencontre avec Awa Touré. À la place du Bélier, à la résidence présidentielle à Yamoussoukro ce vendredi 6 décembre. 3000 chefs baoulés venus de tout le pays ont répondu à l'appel du président de la République Alassane Ouattara pour l'ouverture des journées d'hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour commémorer la mémoire de celui qu'il considère comme son père et celui de tous les Ivoiriens. Ce père qui a toujours souhaité que ses enfants restent unis. Le président Houphouët était le père de tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans distinction de région, sans distinction de race, sans distinction de couleur, de religion. C'était notre père à tous. Et nous devons continuer de garder cela en mémoire. Il a tout fait pour que les enfants de Côte d'Ivoire, comme je le dis, sans distinction, restent ensemble. Donc je voudrais commencer par dire que nous tous, enfants du président Houphouët, devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que vous voyez avec cette équipe qui est en place, qui comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais dire que cela va au-delà du RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire Guess Bonsens, que c'est nécessaire que tous les enfants d'Houphouët-Boigny soient ensemble, maintenant et pour toujours. Je considère que l'union fait la force, mais l'entente entre les enfants donne encore plus de force. Donc je voudrais dire que, en ce qui me concerne, je considère que c'est très important que tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent ensemble dans le RHDP. Puisque c'est ensemble que nous l'avons créé, et c'est ensemble que nous devons continuer de commémorer sa mémoire et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire est désormais stable et se porte bien au plan économique et sécuritaire. Au regard de la nécessité de consolider ses acquis, le chef de l'État a assuré la chefferie Baoulé de la tenue d'élections ouvertes, crédibles et transparentes en 2020. Depuis 8 ans, il y a une bonne harmonie au sein de nos forces de défense et de sécurité. Alors je ne pense pas que les militaires dans ce pays, les forces, vont se mettre à prendre parti pour défendre tel ou tel. Donc les hommes politiques qui comptent sur l'armée pour faire une transition perdent leur temps. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections démocratiques et transparentes le 31 octobre. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent être candidats pourront être candidats. J'entends par-ci, par-là qu'on veut que tel soit candidat, mais que tel ne soit pas candidat. Alors ça, je ne comprends pas. Si on dit tout le monde peut être candidat, mais laissez chacun être candidat. Que chacun décide en son âme et conscience ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je souhaite du fond de moi-même, c'est que pour cette élection également, que les enfants d'Houphouët soient ensemble. Nous devons être ensemble, les enfants d'Houphouët. Nous ne pouvons pas nous allier à des gens qui n'ont jamais fait confiance au président, qui lui ont rendu la vie impossible. J'étais bien placé pour le savoir. Alors, donc, je voudrais dire
à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Houphouët-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le message du président Alassane Ouattara a reçu un écho favorable auprès des têtes couronnées du pays baoulé. Nous avons tous ici, en 2010, donné le nom de Allah Nguessan. Allah, c'est un arbre puissant de la forêt que nous sommes attelés à lui donner comme nom. Parce qu'il a été un fils adoptif, comme lui-même il a dit, et nous-mêmes on le sait, avec son grand frère Henri Konan Bédié, deux fils du président de la République, son Excellence, feu le président Félix Houphouët-Boigny. On a eu dire qu'il y a des mésententes. Et quand il y a des mésententes, nous sommes les chefs, les garants de la tradition. La sagesse qui nous habite, le trône que nous incarnons, nous donne le devoir d'aller à la rencontre de nos deux enfants pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est à cela que j'ai demandé au président de la République de nous donner la permission pour que nous approchions encore son frère aîné, son Excellence le président Henri Konan Bédié, pour qu'on puisse régler, pour que les deux, que le président, le père de la nation leur a laissé le pays, pour qu'ils puissent gouverner les deux ensemble, dans la sagesse et dans le bonheur des Ivoiriens. Comme pour symboliser le renouvellement de l'alliance nouée en 2010 avec le pays baoulé, les garants de la tradition ont offert à leur fils Alain Issa 7 bœufs, un bélier, 7 pagnes pour hommes, 7 pagnes pour femmes et un chasse-mouche, attribut de règne. En retour, le président de la République Alassane Ouattara a fait un important don au chef baoulé en plus d'un véhicule à la célèbre chansonnière Alla Thérèse. Tout autre chose à présent, la 14e session régionale africaine de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, s'est achevée ce vendredi à Abidjan. 500 participants issus des 54 pays du continent ont planché sur la justice sociale et la prise en compte des acteurs du secteur informel. Les résolutions d'Abidjan seront étudiées au cours de la prochaine Assemblée générale à Genève. Les explications de Mamadou Kouassi. Le rideau est tombé sur la 14e réunion régionale africaine de l'OIT, une clôture qui met fin à la célébration du centenaire de cette organisation du système des Nations Unies. La rencontre d'Abidjan a permis d'arrêter plusieurs décisions importantes pour les travailleurs africains, mais aussi pour les employeurs et les gouvernants. Dans le cadre du dialogue social, de la protection également sociale et dans le cadre de la revalorisation des normes du travail et dans le cadre également d'une meilleure appropriation de tout ce qui concerne les relations entre ces trois entités qui, dans le cadre de l'OIT, encore une fois, se retrouvent pour discuter de l'avenir du travail et du travail décent. Aujourd'hui, l'économie africaine est en grande partie dominée par le secteur informel. Des résolutions importantes viennent d'être prises par rapport à cette économie-là pour que l'économie informelle devienne formelle. Les Africains veulent bâtir un avenir du travail fondé sur la justice sociale, tout en mettant l'homme au centre des actions. Le ministre Pascal Kokou-Abina, président de cette 14e réunion régionale, soutient que les Africains veulent faire du travail décent et de l'emploi productif une réalité pour la jeunesse, tout en développant les compétences et les technologies. La déclaration d'Abidjan que nous venons d'adopter est une feuille de route et je pense que l'OIT, avec tous les participants, nous ferons tout pour mettre en œuvre cette feuille de route pour l'avenir du travail décent en Afrique. Le directeur général du BIT, Bureau international du travail, félicite les gouvernants, les employeurs et les travailleurs africains pour leur détermination à aboutir à un travail décent sur le continent. Il y a pris d'investissement dans le travail, les emplois de demain. Nous savons tous que l'Afrique, c'est surtout un continent jeune
votre jeunesse a besoin d'opportunités de travail décents. Nous considérons qu'ici à Abidjan, avec cette déclaration, nous avons pris un pas important. Ces résolutions issues de la 14e réunion régionale africaine seront soumises au 338e conseil d'administration du BIT qui se tiendra en mars 2020 à Genève, avant la conférence internationale du travail. Après Abidjan, les 500 délégués sont donnés rendez-vous dans 4 ans pour faire le bilan de ces décisions. Nous restons toujours à Abidjan. La capitale économique ivoirienne a abrité une rencontre sur la protection du patrimoine archéologique de Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, enseignants, chercheurs, archéologues, techniciens et étudiants ont mené la réflexion sur les stratégies de sauvegarde du patrimoine ivoirien en la matière. La rencontre a été initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, Patricia Omouetia. Mettre en place des mécanismes de gestion et de protection du patrimoine archéologique ivoirien. Tel est l'objectif de la rencontre initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le professeur Nengran-Bois a dit que plus un pays, plus un peuple connaît son passé, mieux il avance dans le futur. Les éléments qui attestent de notre passage, de notre existence, et qui peuvent fonder notre fierté, la fierté que nous avons pour notre passé, pour nos ancêtres, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. Donc, l'atelier a pour but de sensibiliser nos partenaires, les opérateurs, sur l'importance de la protection, de la valorisation de notre patrimoine archéologique. Selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, la sauvegarde du patrimoine archéologique constitue un défi à relever pour le développement économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Une visite de la nouvelle exposition du Musée des civilisations autour du thème « Fierté, symbole et identité » a mis fin à la rencontre. Stratégie de conservation du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO, cas du quartier France de Grand Bassam. C'est le thème d'un panel qui s'est déroulé en marge de l'Abissa 2019 qui a refermé ses portes. Au cours de la rencontre, les experts ont demandé l'implication de tous les acteurs pour la sauvegarde du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le point de la rencontre avec Issa Chonayeo. En juin 2012, Grand Bassam est érigé patrimoine mondial de l'UNESCO. Un statut qui nécessite un changement de comportement éco-citoyen et des travaux de réhabilitation des bâtiments coloniaux. En marge de l'Abissa, un panel sur le thème « Stratégie de conservation du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO », le cas du quartier France de Grand Bassam, a permis à des experts de faire l'état des lieux. Des mesures financières ont été prises pour activer les travaux de conservation et de restauration. Mais bien entendu, il y a encore beaucoup à faire. L'UNESCO veille à la bonne tenue de la ville historique et est prête à jouer sa partition dans la réhabilitation et la conservation du patrimoine mondial. Des experts de l'UNESCO séjournent en ce moment à Grand Bassam pour évaluer ce qu'il convient de faire. La mission d'urgence des experts de l'UNESCO, étudier toute la situation après les inondations. Et sur la base de ceci, nous souhaitons définir des mesures d'urgence à prendre. Grand Bassam est une destination prisée par les touristes. Côte d'Ivoire Tourisme, initiatrice de la rencontre, demande le concours de tous pour faire de la première capitale du pays une ville de rêve. Nous sommes heureux que chaque année, il y ait un point de panel pour réexpliquer, pour que Bassam s'approprie ses valeurs. Un message bien perçu par les jeunes qui souhaitent être plus impliqués dans les prises de décision. Le village du bâtiment se trouve au quartier France, le village quartier France. Il n'y a pas de jeunes quartier France. Donc nous sommes prêts à jouer notre partition. Ce panel a été rehaussé par la présence du roi d'Enzima Kotoko, Sa Majesté Amon Tanoé Désiré.
Dans l'actualité hors de chez nous, les bureaux de vote pour l'élection présidentielle algérienne s'ouvrent ce samedi 7 décembre en France. Le scrutin en Algérie est quant à lui prévu jeudi prochain et la campagne électorale prend fin demain dimanche. Près d'1 million d'électeurs sont appelés à voter à l'étranger durant ces 6 prochains jours. Vendredi soir, c'est-à-dire hier soir, pour la première fois dans une élection algérienne, les 5 candidats ont défendu leur programme en direct à la télévision. Et puis en France, l'ancien ministre François Bayrou, dirigeant de la formation centriste du MoDem et allié proche d'Emmanuel Macron, a été inculpé vendredi soir. Il est accusé de complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants du eurodéputé de son parti. L'ouverture d'une enquête préliminaire dans cette affaire en juin 2017 avait entraîné la démission de François Bayrou du poste de ministre de la Justice. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1, l'information justement qui continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.